Alors, mon ami, repasse un peu ce qui s'est passé dans la première partie de l'épisode. Vous savez, les amis, le football togolais a Emmanuel Adebayor, la musique a Toufan, la littérature, bien que moins exposée, est tout sauf orpheline de son moteur allemand, car elle a Kanye Alem. Par exemple, est-ce qu'on a la preuve que j'ai écrit réellement un roman qui s'appelle Coca-Cola Jazz? Non, j'ai écrit un roman qui s'appelle Cola Jazz. Deux fois la noix de cola pour faire allusion aux noix de cola, aux couleurs de la noix de cola. Mais ce n'est pas de votre faute parce que c'est référencé ainsi internationalement. Sur la plupart des sites de vente, on met le Coca-Cola. Moi, ça me plaît bien parce que ça me permet d'être en phase avec la mondialisation et de vendre quelques exemplaires qui traînent encore de ce roman. Ça, c'est sûr et certain. Quand le soir, je veux marcher, c'est très difficile de faire une balade dans les rues de Lomé parce que il y a des gravats partout, les gens cassent leur maison, ils ont des chantiers, ils déversent les gravats dans la rue, et tu marches, tu te tords la cheville, et puis tu te dis, oui, mais quand je vais à Abidjan, il m'est facile de marcher le soir dans les quartiers d'Abidjan. Et même à Lagos, quand j'y vais, il m'arrive de me balader et de faire, pas vraiment du footing, mais de la marche de santé, quoi, le soir. Lomé, c'est carrément impossible parce que il y a de l'incivisme à tous les niveaux. Des gens qui jettent de l'eau sur la route, des gens qui jettent des déchets sur la route, et tu te dis, mais attends, on est quand même dans une ville, entre guillemets, civilisée. Nous nous prétendons civilisés, mais nous avons des mœurs de sauvages d'une certaine manière. Mm, Cotonou s'enorgueillit de sa statue de l'Amazone. Et mm. chaque fois, moi, je me dis, bah, il me faut la statue de la Nana Benz à Lomé. La très grosse statue de la Nana Benz qui ferait 5 mètres de hauteur, deux fois plus haut que La l'Amazone. statue de l'Amazone. L'Amazone, c'est 30 mètres. Il faudrait qu'on fasse 35 mètres de hauteur pour Pour les pouvoir supplanter, eux. narguer. Oui, pour narguer l'Amazone un tout petit peu. Une ville euh, n'est pas simplement le lieu où l'on vient gagner de l'argent. C'est pas simplement le lieu où l'on court. C'est aussi le lieu dont on parle parce qu'on en est fier. Et chaque fois qu'on sort de chez soi, quand on parle de sa ville, il faudrait qu'il y ait des éléments qui permettent aux gens aussi de rêver, de se dire, un jour j'irai à Lomé avant de mourir. Oui, là, vous êtes très sérieux. Ouais, très, très, très sérieux. Je ne sais pas si je dois répondre très sérieusement à la question, parce que tout ce qui touche à la traite négrière est une question solennelle pour moi. Ben, il y a une seule pièce à laquelle je tiens énormément. Elle s'appelle Atterrissage. Et cette pièce me plaît aussi beaucoup parce que elle, elle, elle m'a, elle m'a permis, lors de plusieurs représentations, elle a été jouée beaucoup, hein, elle a été jouée en France, en Belgique, elle a tenu 4 ans à l'affiche. Elle a Ok. tenu, elle a tenu en tournée à travers la Guinée, tous sont originaires de jeunes, au Mali, au Niger, au Togo. Et lors des tournées africaines, souvent, j'étais invité pour dialoguer avec le jeune public sur le sujet de l'immigration des jeunes. Et je me souviens d'un dialogue à Cotonou où des jeunes lycéens s'en sont pris, mais à moi violemment, hein, en me disant, ouais, mais bon, voilà, ouais, vous avez réussi votre vie, vous venez faire le théâtre ici, et puis vous nous dites de ne pas immigrer. J'ai dit non, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas immigrer. En fait, il y a une très belle réplique dans la pièce Atterrissage qui, qui résume la philosophie de la pièce.
et à laquelle les jeunes lycéens béninois n'avaient pas fait attention. Dans un dialogue entre les deux jeunes guinéens qui partaient dans cette aventure mortifère, il y avait une vieille dame qui s'appelle Marc Arnelia qui essaye de leur parler en se demandant mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Et elle leur parle de façon métaphorique en disant mais vous êtes fous? Vous, la saison des pluies est en train d'arriver. Vous allez partir. Et qui va me refaire la toiture de ma case quand vous serez partis? Alors, elle leur dit ceci. Bon, ok. Puisque vous voulez absolument partir, je vous dis partez. Partez, mais revenez. Revenez pour terminer la toiture de ma case. Et quand j'ai fini de réexpliquer ce qu'ils n'avaient pas attendu, parce qu'ils étaient excités à mort contre moi, ils ont dit ah ouais monsieur, on n'avait pas fait attention à ça. Ben, j'ai dit oui, je vous dirai la même chose. Pour celui qui veut partir, partez, mais je n'aimerais pas que vous mouriez. Donc je vous demande, comme dit le personnage Carnelia dans la pièce, partez, mais faites tout pour revenir terminer la construction de la case de la vieille. Voilà, la vieille, métaphoriquement, c'est ce putain de continent qui est l'Afrique, dont les fils, bah oui, nous sommes les plus exilés au monde depuis l'esclavage. Bah, c'est pas possible et ça continue. Peut-être aussi parce que l'Afrique n'est pas forcément un havre de paix pour l'Africain lui-même. C'est pour ça qu'il cherche à se tirer à tout prix. C'est peut-être ça la question. Mais oui, je recommande Atterrissage pour sa philosophie et la leçon qu'elle délivre. En tout cas, à la présentation que vous en faites, ça fait une troisième œuvre que nous sommes tous invités à aller chercher, en plus de l'album Tibrava. Oui, mais Atterrissage, j'aime aussi le destin de cette pièce parce que au début, la pièce de théâtre la plus connue de moi, c'était Chemin de Croix. Et Atterrissage est venu effacer Chemin de Croix. Aujourd'hui, Atterrissage, depuis 2 ans, Atterrissage est au programme des classes de 3e dans les collèges du Togo. J'aime beaucoup cette idée-là, que un texte qui parle de l'immigration puisse être au programme. En plus, aujourd'hui, ça reste un sujet encore actuel, hein, super actuel. Donc, c'est forcément une bonne chose que voilà, la question soit ramenée, enfin, que l'œuvre soit mise en avant de la sorte. Et pourquoi ne pas envisager, en fait, comment dire, une nouvelle mise en scène, une production dans les prochains mois ou les prochaines années au Togo? Elle a été mise en lecture récemment à Lomé par un jeune metteur en scène qui s'appelle Guillaume Bécou, qui a fait une lecture spectacle. Mais la pièce va être représentée bientôt encore par sa compagnie, je crois à partir de février. Donc c'est une pièce qui a la vie dure. Ouais. C'est parce qu'elle touche aussi un sujet qui a la vie dure, qui a la peau très dure et qui reste actuel malgré le temps qui passe. En tout cas, le temps aussi n'arrête pas de passer. J'ai encore beaucoup d'éléments à aborder avec vous. Et voilà, les échanges sont tellement enrichissants, tellement intéressants que voilà, je pense que je vais exploser le compteur tant. Mais tant qu'à faire du moment où c'est bien, du moment où vous passez un bon moment, moi je passe un très bon moment. J'espère que, et je suis convaincu de ce que les auditeurs aussi passent un bon moment. Nous continuons l'aventure. Alors pour finir cette partie, j'aimerais qu'on fasse justement un throwback dans le temps et qu'on revienne au début. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tout ça commence pour vous.
dès l'enfance? Est-ce que ce sont vos parents qui vous initient très rapidement à la lecture? Est-ce que vous êtes naturellement pris de passion pour ça? Et quand vous vous lancez, voilà, peut-être dans le théâtre, etc., comment est-ce que vos parents perçoivent ou accueillent ce choix de votre part? Surtout que chez nous, c'est pas éventuellement, voilà, comment dire, euh, le domaine qui rapporte le plus d'argent à la maison. Donc voilà, comment est-ce que les parents accueillent, comment est-ce que vous êtes mis dans le bain par rapport à tout ça, par rapport à la lecture, l'écriture, le théâtre, et comment est-ce que la famille, les parents accueillent comment dire, les prémices de tout ce que vous avez réussi à construire aujourd'hui. Oh, je crois que j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. Je n'ai pas été traumatisé par quelques parents que ce soit. Mhm. Les miens n'étaient pas des bourreaux hein, qui cherchaient à m'imposer quoi que ce soit. Le théâtre, je suis tombé dedans très vite. J'ai vécu dans un quartier de Lomé où dans la maison voisine, il y avait pratiquement 2 fois par semaine des répétitions de théâtre. Ok. Il y avait le parti, il y avait la célèbre troupe Happy Star qui répétait à côté parce qu'ils devaient jouer le samedi et le dimanche soir. Donc, ils faisaient 2 répétitions. Il me suffisait de grimper les murs pour voir les coulisses, les voir s'habiller, se disputer, répéter. Donc, très vite, j'ai vu comment on fabriquait le théâtre. Et, et donc, je savais euh, qu'un jour, je finirais par en faire du théâtre. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait réellement au début. Je n'avais même pas prévu de faire des études de lettres. Euh, mon, mon ambition, c'était de faire des études de sciences politiques. Et puis, la seule faculté qu'il y avait à mon époque se trouvait au Ghana. Bon. Et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études au Ghana. Et puis, bon, voilà, je suis allé faire un peu de droit. Mais le droit ne m'a jamais intéressé. La philosophie du droit m'intéresse, mais le droit lui-même me pose problème. Hmm. Ça s'appelle le droit. C'est-à-dire, tu as même le droit de mentir. Et il vaut mieux aller dans la philosophie du droit pour comprendre comment les humains inventent et utilisent le droit. Et donc, j'ai fini par faire le théâtre grâce à un homme qui s'appelle Senouvo Agbotazinsou, le premier directeur de la troupe nationale de théâtre du Togo, qui m'a amené dans une aventure théâtrale avec d'autres jeunes lycéens et autres. J'ai eu de la chance, je vais vous dire la vérité. Quand je faisais le théâtre, c'est vrai que mes parents ne voyaient pas ça avec grand enthousiasme. Bon, mais vous savez pourquoi j'ai eu de la chance? Mais parce que à 24 ans, j'avais 24 ans lorsque j'ai écrit ma pièce Chemin de croix. À 24 ans, j'envoie ce texte à Radio France Internationale à Paris, au concours théâtral interafricain, et je gagne le premier prix du concours théâtral africain. Alors, vous allez me dire, alors, quel est le parent qui voit à la télévision un jury annoncer que son fils est lauréat du, d'un prix international et Mhm. qui va lui dire ah ouais mais tu m'arrêtes ça tout de suite. Mais Ah, non, non. il pouvait pas. Hmm. Je crois que dans leur tête, ils ont dû se dire ah bon, Donc, ceci peut t'emmener là-bas. on fait du théâtre. Oui, donc le théâtre. Ah bon. Ah Hmm. ouais, mais il faisait ce truc-là ici. On croyait que c'était le concept party. Non, mais non, Oh. c'était pas le concept party. C'était autre chose. Et cette chance-là, j'en suis très conscient. Et c'est pour ça que plus tard, lorsque, grâce à ce prix, je suis arrivé en France, j'ai visité beaucoup les cours du Conservatoire de théâtre de Bordeaux pour en apprendre davantage. J'ai travaillé avec des professionnels du théâtre en France. J'ai joué à Avignon, j'ai joué à Limoges.
Bon, bref, j'ai fait mon apprentissage du théâtre contemporain, la théorie du théâtre, et puis quand je suis revenu, enfin, après mes pérégrinations à travers le monde au Togo, ben, j'ai continué à aider ceux qui font du théâtre, à écrire du théâtre pour les metteurs en scène. Aujourd'hui, je ne joue plus. Je ne joue plus parce que j'ai perdu la passion de jouer. Avant, j'aimais beaucoup jouer du théâtre. Peut-être que je suis devenu trop théoricien aussi. En fait, en m'intéressant plus à la théorie théâtrale, je suis devenu un transmetteur. Euh, les seuls moments où j'écris du théâtre, ce n'est pas pour jouer moi-même, ce n'est pas pour mettre en scène. Je ne mets plus en scène. La dernière mise en scène que j'ai faite remonte à 2005. Et depuis, ça ne m'intéresse plus. Mais j'écris pour d'autres personnes. J'écris pour des metteurs en scène. Ok. Là, je viens d'écrire une adaptation du roman que vous aimez tant, Esclave. J'ai fait une adaptation de ce roman Ok. pour deux metteurs en scène togolais qui s'appellent Gaëtan Souglo et Marcel Diondo, qui Ok. travaillent à Besançon en France. Et ils vont représenter avec des comédiens togolais et brésiliens le spectacle à partir d'octobre 2024 à Lomé, et certainement que le spectacle va faire une tournée ouest-africaine. Donc, en réalité, j'ai gardé un pied dans le théâtre comme enseignant de théâtre, mais je peux écrire encore des pièces de théâtre juste pour d'autres metteurs en scène. Et j'aime bien voir le travail qu'ils font euh, des textes de théâtre. Ouais, pour donner Et- vie, en fait, au texte que vous écrivez. oui, donc voilà, c'est une question de chance, mais Mm. peut-être aussi, il faut aussi que je précise ceci, à laquelle je crois. Vous savez, si je crois à la réincarnation, je crois aussi dans les dons que les dieux nous transmettent. Hein. Mm. Euh, un jour j'étais allé dans un village vers le Ghana, un village qui s'appelle Wahala. Et en fait, je faisais des enquêtes de terrain sur une divinité du panthéon vaudou qui s'appelle Agde. Certains l'appellent Aziza. C'est la divinité qui est censée donner du pouvoir artistique aux chanteurs et qui aussi transmet le don de la guérison à travers la connaissance des vertus des plantes médicinales. Et quand je suis arrivé chez la vieille prêtresse qui devait me renseigner, elle m'a posé une seule question. Elle me dit, mais pourquoi vous vous intéressez à cette divinité? Ben, j'ai dit, ah, ben, oui, mais c'est pour mes étudiants parce que je suis professeur de littérature comparée, on travaille sur les mythologies, etc. Enfin, la réponse bête, quoi. Elle me dit, non, non, c'est pas ça que je vous demande. À titre personnel, pourquoi vous-même vous vous y intéressez? Et elle me dit, mais vous savez, elle appelle la divinité, elle appelait la divinité à Péton. Elle me dit, mais le maître. Elle me dit, mais le maître, on, on ne, on ne vient pas se renseigner sur le maître de cette manière-là. Euh, c'est le maître lui-même qui vous demande de se renseigner sur lui. Et elle me dit, décrivez-moi l'environnement dans lequel vous vivez. Et je dis, mais bah, je vis dans une maison où il y a un grand jardin. Elle dit, il y a un jardin dans votre maison. Je dis, ouais. Il y a beaucoup d'arbres. Je dis, ouais. Mais c'est l'environnement du maître. C'est, c'est l'environnement de la divinité Agay. Et vous dites que vous êtes écrivain. Je dis, ouais. Elle dit, ouais, c'est lui-même qui vous a envoyé. C'est lui qui vous a donné la science artistique. C'est lui qui vous a donné la passion des choses, de l'esprit qui s'exprime à travers la beauté artistique. Je vous avoue que je suis sorti de là. Bon, heureusement, bon, j'ai refusé de me faire initier, mais je suis sorti de là, je suis sorti de là avec plein d'interrogations. Parce que autrefois, quand j'étais très jeune et que je lisais beaucoup les textes
de la philosophie grecque et que je lisais tout ce qui concernait les mythes, la métempsychose, la transmutation des âmes. Il y avait une vieille théorie grecque qui disait que les artistes reçoivent des dons des dieux. Bon, j'y ai cru un instant, et puis en grandissant, j'ai oublié cette blague en disant, pour moi, il y a peut-être un peu de dons, mais il y a beaucoup de travail à faire quand on veut être un artiste sérieux. Énormément de travail. Il faut beaucoup lire quand on veut être un écrivain. Il y a beaucoup de problématiques. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que c'est de se préparer à devenir écrivain. Peut-être que le don existe, mais, et j'y crois un peu, hein, le don existe, parce que pour certains, c'est plus facile quand on a un peu de don, et quand on a beaucoup travaillé, c'est plus facile de se hisser à une hauteur certaine. Ceux qui n'ont pas reçu ce don en ont reçu d'autres, mais il ne faut pas s'accrocher à forcément être écrivain. Certains ont reçu le don d'être de grands footballeurs, certains ont reçu le don d'être des branleurs, qui ne foutent rien de leur journée. Bah, il semble que la paresse aussi est devenue une vertu cardinale dans le siècle stressé dans lequel nous vivons. Donc, vous voyez, à chacun son don, à chacun son maître, don. chacun sa divinité. Et en fait, là, cette question n'était pas prévue, mais j'y ai pensé quand vous parliez de, comment dire, du prix que vous avez remporté, du premier prix que vous avez remporté avec RFI. Et je me suis dit, au fil du temps, comment est-ce que, surtout quand on est au Togo, et si on n'a pas forcément la chance de pouvoir voir ses œuvres être reproduites à l'étranger, en France, en Europe et tout, comment est-ce qu'on perçoit des droits sur ce que nous produisons? Là, tout à l'heure, vous avez dit que vous venez d'adapter Esclave comment dire, en pièce de théâtre. Si elle ne devait être produite qu'ici, parce qu'ici, il y a quand même un cadre réglementaire qui est en place qui permet de percevoir des droits d'auteur. Si elle ne devait être produite qu'au Togo ou en Afrique de l'Ouest, comment est-ce que parviendrez-vous à monétiser comment dire, cette œuvre-là? Comme vous l'avez dit, ça prend beaucoup de temps que d'écrire, ça prend beaucoup de temps de produire, c'est beaucoup de travail. Et comment est-ce qu'on rentabilise en fait en Afrique de l'Ouest ou au Togo aujourd'hui? Ah ben, pour le théâtre, c'est assez simple la plupart du temps. Quand vous devez écrire une adaptation théâtrale, vous signez un contrat. C'est quand vous signez un contrat où on vous verse des avaloirs. J'ai perçu de l'argent déjà. J'ai perçu 50% de ce que me doivent les metteurs en scène, la compagnie qui va monter le spectacle. Parce que c'est un travail intellectuel. Donc, du coup, dans le contrat, il est précisé comment nous allons gérer la répartition des droits. À partir de chaque représentation, il y a forcément une déclaration. La pièce sera déclarée dans un régime juridique togolais, c'est-à-dire auprès du Bureau togolais des droits d'auteur. Et chaque représentation permet d'avoir un pourcentage sur la représentation. Mais c'est pas ça le plus important au théâtre, parce qu'en réalité, on peut aussi se défaire des droits. Hein. On peut simplement prendre les droits d'adaptation et laisser les comédiens et les metteurs en scène répartir les droits aux comédiens. Parce que faut pas oublier quelque chose. La plupart du temps, les comédiens sont moins lotis que les auteurs. Les comédiens sont payés pratiquement à la tâche, à la représentation. Et donc, si vous pouvez aider une compagnie à vivre en cédant les droits qui ne sont pas extraordinaires, c'est déjà une bonne chose de fait. Mais il y a un bureau togolais des droits de l'homme qui permet de déclarer les droits si l'auteur insiste. La plupart du temps, moi, je n'insiste pas. Moi, je dis, vous pouvez déclarer si vous le voulez, mais je peux aussi vous signer un renoncement à mes droits d'auteur parce que je connais la réalité de ce métier en Afrique. Quand mes pièces sont jouées en Europe, puisque je suis inscrit, moi, comme auteur à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, je perçois des droits, on me les verse sur mon compte.
Mais bon, je, je n'insiste pas quand c'est en Afrique. Voilà, c'est un choix, c'est délibéré. Ah, ok, ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour la lumière qui continue de jaillir sur nous. Et je pense que voilà, on est arrivé au terme de cette deuxième partie qui a été aussi très, très longue, mais très, très riche. Nous allons passer à un troisième sujet très rapidement, le sujet taillé sur mesure. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah, tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure, hein. Alors, monsieur Kanye, pour habitude, dans cette partie, nous évoquons, nous parlons d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Il peut s'agir d'une passion ou voilà, d'un sujet social qui vous intéresse particulièrement, etc. Et normalement, vous avez la possibilité de choisir ce dont vous voulez parler. Mais là, nous avons déjà parlé de beaucoup de choses et tout ça. On a senti tout votre intérêt sur la plupart des éléments que nous avons abordés jusqu'ici. Mais là, donc, je me donne en fait la latitude de décider de ce que nous allons évoquer. Bon, Ok. j'avais prévu en fait deux sujets. J'avais prévu deux sujets et je me tâte en fait à proposer le premier, mais je vais le faire quand même. Alors, on va peut-être le brosser très, 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 très rapidement et on va passer sur le deuxième. Euh, Ouais. j'ai remarqué un truc en faisant des recherches en préparant cette émission. Et je me suis dit que je pouvais, peut-être à juste titre ou Ouais. pas, parler de l'âge d'or de la littérature togolaise. Vous me direz en fait si je raconte n'importe quoi, hein, très rapidement. Mais en regardant en fait la liste des lauréats du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, je me suis rendu compte que dans la décennie 2000-2010, le Togo a eu pas moins de 4 lauréats. Et c'est tout. Mhm. Avant 2000, Mhm. il n'y avait rien. Après 2010, il n'y a plus rien. Mais en 2001, la fabrique de cérémonie de Kossi et Fouy remporte le prix. Puis vous venez en 2003 avec Kola Kola Jazz. Juste derrière, en 2004, il y a la fête des masques avec Sami Chak. Et 2 ans plus tard, il y a Port Melo qui remporte le prix en 2006. Port Melo de Monsieur Edem Aoumé. C'est ça. C'est-à-dire 4 prix lauréats en 10 ans. Mhm. Alors, est-ce que on peut considérer que cette période-là, 2000-2010, constitue ou représente l'âge d'or de la littérature togolaise où il n'existe pas de telles choses et l'âge d'or de la littérature togolaise, ça fait des années qu'elle a commencé, elle continue encore aujourd'hui. Vous savez que vous posez la question à un prof de littérature qui est habitué à se moquer des catégorisations, des périodisations. Bon, c'est un truc d'enseignant de littérature de déterminer quelle était la période la plus, comment dire, la plus productive dans l'histoire d'une littérature. Ainsi, on vous parlera de l'âge d'or du théâtre espagnol avec Mm. Garcia Lorca. Bon, on parlera de l'âge d'or du roman français avec le 19e siècle. Il y a de la vérité un peu dedans parce que sur une base statistique, 4 grands prix en 10 ans, c'est quand même une belle moisson, hein. Très belle. Euh, oui, beaucoup de critiques littéraires africains aussi l'ont relevé en disant que les écrivains togolais, pratiquement, ont été les seuls à avoir marqué ce prix en une décennie de cette manière-là, Mm. en renflant systématiquement le prix. Bon, maintenant, pour ce qui reste à venir comme chemin,
c'est peut-être un peu trop tôt de se dire que notre âge d'or s'arrêterait à ça. Nous pouvons en avoir plusieurs, hein? Si, je ne sais pas si dans 50 ans, un écrivain togolais remportait, je sais pas, le Nobel de littérature, on dira, ouais, le nouvel âge d'or de la littérature togolaise a commencé avec, avec le prix Nobel décerné à XYZ. Bon, voilà. Oui, on fait toujours ces hypothèses-là en se disant que l'histoire littéraire dans nos pays est une histoire assez nouvelle. Hein. Elle est courte. Elle est très courte. Nos pays ont commencé à faire de la littérature pratiquement au début du XXe siècle. Hein. Pour ce qui concerne l'histoire de la littérature togolaise, les premiers textes marquants remontent pratiquement à 1920. Donc, vous voyez qu'il y a encore... c'était hier, quoi. C'était vraiment hier. Et la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que les auteurs qui viendront après nous vont faire de cet héritage. Si l'âge d'or devait servir à quelque chose, je peux comprendre. Mais si c'est juste pour s'y référer en disant ces 4 vieux cons ont réussi à obtenir dans le prix littéraire en disant nous on s'en fout de ce qu'ils ont fait. De toute façon, la littérature, elle ne sert plus à rien. Et on les oublie et on passe à TikTok. Bon, oui, pourquoi pas. Il y a de nouveaux médias qui se créent. Donc, oui, nous avons été une génération bénie. Nous avons été une génération qui a aussi beaucoup travaillé. Il ne faut pas croire que c'est venu par hasard. On a énormément travaillé. Vous citez des auteurs pour lesquels j'ai un immense respect. 2 d'entre eux sont mes amis très proches, Ossi Efui et Sami Tchak. J'ai commencé le théâtre avec Ossi, donc je peux vous dire ce qu'il a dû faire comme sacrifice personnel pour arriver à la maîtrise de la littérature qui est la sienne. J'ai découvert Sami Tchak quand je suis arrivé en France. Nous avons un compagnonnage intellectuel de presque 20 ans. Nous discutons parfois certains soirs par WhatsApp. On ne parle que de littérature, enfin, et de femmes. C'est pas un secret, nous sommes des hommes qui aiment les femmes. Donc, bon, du coup, on ne peut pas dire que l'âge d'or soit une invention. C'est la récompense de beaucoup d'années de travail. Et c'est une reconnaissance de beaucoup de travail de notre part. Mais parfois, je me demande si la génération d'écrivains qui vient saura faire quelque chose, saura faire un lien avec notre production ou se détournera complètement. Bon, ça, ce sont des questions qui ne sont pas réellement existentielles parce que après, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a la Coupe du Monde, il n'y a pas que la littérature dans la... Mais si nous restons dans le domaine de la littérature, il y a une tradition. Il y a une tradition. Il y a des devanciers et il y a des successeurs, des contestataires, des gens qui se revendiquent de l'héritage de tel auteur. Et c'est comme ça qu'on construit l'histoire de la littérature d'un pays. Voilà ce que je peux dire concernant l'importance de cette classification que vous appelez l'âge d'or de la littérature togolaise. En tout cas, comment dire, je peux mettre ma main à couper que déjà les jeunes qui arrivent
ne sont pas aveugles. Ils ont bien vu ce que vous avez réalisé. Je pense que certains s'en inspirent déjà un peu pour essayer de suivre vos pas. Et je pense que ceux qui suivront essayeront de faire au moins aussi bien. En ce moment, je pense à peut-être Marthe Faré, je pense à Renaud Dossavi, je pense à Nana Tekla. Ce sont des auteurs qui sont aussi très brillants. En tout cas, moi, tout ce que je peux leur souhaiter, tout ce que je peux nous souhaiter, c'est voilà, qu'on ait toujours voilà, des étoiles qui font briller la littérature togolaise comme vous l'avez fait, qui s'inspirent de vous et qui essayent en tout cas de faire au moins aussi bien que vous, sinon mieux. Donc voilà, moi, je suis un... Mais vous avez cité tout le monde, vous n'avez pas cité mon fils à moi. Votre fils? Oui, mais moi je considère que mon fils est un très grand écrivain. Il s'appelle comment? Il s'appelle Philly Lala, il est sur TikTok. Philly Lala. Ah bah je vais aller Oui, regarder, je ne le connaissais pas, mais je vais regarder. non, j'ai fait une blague en disant, si vous me demandez de parler de ce qui m'intéresse réellement, c'est mon fils qui m'intéresse. Moi j'ai une très grande passion, Hmm. mon fils, parce que j'ai découvert grâce à mon fils euh, que la création artistique au XXIe siècle Hmm. peut devenir source de création pour un entrepreneur culturel. C'est incroyable, hein? C'est ce que ces jeunes font euh, dans les réseaux sociaux. La création de contenu sur YouTube, sur TikTok, j'ai découvert ça avec mon fils. Alors, de temps en temps, je me moque de lui en disant, oui, mais toi, tu es un écrivain contemporain qui écrit avec des images et non pas Hmm. avec des mots. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Ça, je crois que c'est une nouvelle frontière aussi intéressante. Mais Euh, oui. les arts, les genres artistiques évoluent de siècle en siècle, hein. Il faut faire très attention à cela. Et la littérature que nous avons pratiquée euh, ne sera peut-être plus forcément la même chose dans les siècles à venir. Et cette frontière m'intéresse, moi, énormément. Cette frontière de la création de contenu. Parfois, il m'arrive même d'aller chercher des auteurs qui font des vidéos, qui essaient de présenter la littérature autrement. Bon, encore une fois, c'est quand on vient en Occident qu'on est en avance un peu Oui. dans ces genres de manipulation. Voilà. Voilà. Donc, Hmm. vous rajouterez mon fils à la liste. D'accord. Vous pouvez rappeler son prénom? C'est Philly Lala, c'est ça? Oui, Philly comme le fils en latin, Ok. Fili. Là, Fi- Philly, là. Et il fait des contenus avec Emmanuel Macron. Tenez-vous bien. Ah ouais. Même moi, je n'ai pas fait un contenu avec le président de la République. Vous voyez la blague? En tout cas, bah, c'est noté là, mon calepin, il s'allonge, hein. Donc, il y a beaucoup de devoirs. J'ai fait mes devoirs de maison avant d'arriver et je repars avec beaucoup d'autres devoirs. En tout cas, c'est toujours aussi édifiant d'échanger avec vous, quels que soient les sujets que j'emmène et comment je les amène et tout. Et il y a un tout dernier sujet, hein, taillé sur mesure que je veux évoquer avec vous. Et là, on le fait aussi très rapidement parce que là, on est vraiment pris par le temps. Euh, mais je vais l'emmener d'une façon un peu différente. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points en commun avec vous. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste de 4 points, dont 3 que nous partageons et un qui fait exception, qui ne vous appartient qu'à vous seul. Et l'exception sera le sujet sur lequel j'aimerais vous entendre sur 1 minute, nous dire pourquoi en fait cette chose-là ou cet élément-là constitue une passion. Et voilà, et on en finira là pour cette partie et on passera à la dernière. Du coup, des 4 points,
que nous avons éventuellement en commun. En tout cas, il y en a 3 qui sont pour sûr en commun et un, voilà, qui fait exception. Il y a le fait que nous avons tous les deux un certain lien avec le Brésil. Le deuxième point, c'est que nous avons tous les deux écrit des nouvelles. Le troisième point, c'est que nous sommes tous les deux des passionnés de cigares. Et le quatrième point, c'est que nous avons tous les deux vécu à Bordeaux et étudié à Bordeaux-Montaigne. Alors, selon vous, quel est le point que nous n'avons pas en commun? Je peux vous soumettre à un interrogatoire. Dites-moi. Dites-moi. Comment s'appelle la plus grande usine de fabrication de cigares à Cuba? Je ne la connais pas. Donc, vous m'avez eu, c'est bon. Il s'agit de l'usine Partagas. Le cigare, c'est une culture. Partagas, c'est le plus grand fabricant de cigares d'État. Enfin, la particularité de Cuba, c'est que même si on rejette le capitalisme, le cigare n'est pas capitalistique. En tout cas, il est l'essence de Cuba. Donc on peut faire une exception. Voilà, c'est ça la réalité. Aïe, 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 Donc, j'imagine bien. J'ai trouvé le point que nous n'avons pas en commun. Vous avez très bien trouvé. Je ne m'y connais absolument pas en cigare. Et voilà, mais j'ai fait mes devoirs de maison, et j'ai cru comprendre que vous êtes un véritable passionné de cigares. Alors, d'où vient cette passion? Pourquoi? Qu'est-ce que... En tout cas, je ne sais même pas quelle question poser, mais voilà, si vous voulez prendre 1 ou 2 minutes pour nous en parler rapidement, et on finisse là-dessus pour la partie. C'est de la mythologie, c'est-à-dire que la fumée, on pourrait l'associer à l'un ou plusieurs des éléments qui constituent le quatuor essentiel de toutes les cosmogonies. L'eau, la terre, l'air, le feu. Bon, alors tu prends un cigare, tu as tout. Tu as la terre qui a donné le tabac, t'as l'air, la respiration dont tu as besoin pour tirer la bouffée, et on n'avale pas la fumée de cigare. Si tu commets l'erreur de l'avaler, les esprits pourraient te tourmenter pendant très longtemps. On n'avale pas. Mais il y a le feu qui allume le cigare et qui entre en contact avec l'air. Et alors, le feu, c'est aussi beaucoup de contrôle. Parce que fumer un cigare, c'est un art. C'est pas... En réalité, le cigare ne sert absolument à rien. Il sert seulement à frimer, quoi. C'est le côté frivole de la chose que moi j'aime. Voilà une chose que tu allumes, tu laisses se consumer pendant 2 minutes, il s'éteint, tu rallumes, tu le laisses se consumer, il s'éteint, tu le rallumes, tu tires 2 fois, et puis tu éteins, tu remets dans sa boîte, c'est terminé. Un cigare, tu peux l'éteindre 4-5 fois avant de terminer. C'est pas une cigarette, hein, c'est pas... Donc il y a un côté artiste lié à l'objet lui-même. Il y a... On a employé un mot qui peut surprendre, c'est une certaine bourgeoisie d'élection. Ceux qui se reconnaissent dans l'amour du cigare ne sont pas forcément de grands fumeurs, mais c'est des gens qui se servent du cigare pour avoir les conversations les plus longues de la Terre. Si vous prenez 3 fumeurs de cigares et que vous mettez un magnéto à côté pour écouter leurs conversations, ils ne parlent jamais de fumée, mais ils parlent des choses très spirituelles, de choses très intellectuelles. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle instrument d'une bourgeoisie d'élection. Voilà. Et puis, puisqu'il coûte un peu cher, ça c'est sûr. Il est très conseillé de ne pas acheter les cigares et de demander à vos amis de vous les offrir en cadeau. Voilà. S'il y a un ami qui se comporte mal, tu lui dis, bon, la prochaine fois que tu reviendras de voyage,
Tu me ramènes C'est... comme ça. Les fumeurs de cigares, ils achètent pas. Il y a les cigares. En tout cas, je me suis amusé à rentrer, comment dire, dans une boutique qui vendait des cigares à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai vu les Ouais. prix. Je suis sorti en 2 minutes, hein, parce que j'ai justement cet ami-là qui est un grand amateur de cigares et tout ça. Donc, je voulais lui faire une petite surprise, mais je pensais que voilà, avec 50 euros, tu avais le cigare. Mais non, hein. Non, 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 Ah, non, 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 non. En tout cas, ce que j'avais vu là-bas, c'était pas donné du tout. Je suis sorti à la minute. ouais, mais vous n'aimez pas suffisamment votre ami, parce que si vous l'aimez suffisamment, vous Non, non, pourriez faire. je confirme que je ne l'aime pas suffisamment. Je confirme que je C'est ne l'aime pas suffisamment. c'est Euh, un peu comme, c'est un peu comme les gens qui aiment comment dire, le golf. Le golf. Ah oui, par Euh, exemple. parce qu'en Euh, réalité, le golf est un sport de conversation. On marche beaucoup, donc on discute beaucoup. mm, Certains joueurs de golf vont au golf, non pas réellement pour jouer, mais pour faire la conversation et marcher. Ça fait du bien de marcher pendant 3 heures en n'ayant pas l'impression d'avoir marché. mm, Et puis tomber sur des gens intéressants avec lesquels vous pouvez avoir des conversations que vous n'aurez pas tout seul dans votre chambre, quoi. mm, Bon, mm, voilà, mm. on va dire, euh, ce sont ce sont des préoccupations de bourgeois. Et ouais. Bon, donc voilà, je pense que c'est une belle façon de finir cette troisième partie. Et nous allons enfin à passer à la dernière partie de cet épisode. Et c'est parti pour l'outro. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous, que vous passez un bon moment. Moi, je me régale. Et Monsieur Cagny, encore une fois, merci de prendre le temps. Là, on a dépassé le temps que je vous avais donné au tout début d'émission. Mais voilà, c'est l'ambiance, c'est bon enfant et je vous remercie pour la facilité avec laquelle vous interagissez. Et puis, voilà, en tout cas, c'est très, très, très enrichissant, je le dis à nouveau, et un grand plaisir pour moi de vous avoir. Dans cette partie, pour finir en douceur, je vous pose des questions un peu tout caratives aussi, mais voilà, c'est juste pour tirer de la bouche quelques petites anecdotes, voilà, des petites inspirations, des petites réflexions et tout ça. Et voilà. Donc, j'ai préparé, je crois, 5-6 questions là que je vais vous poser rapidement. Et l'idée serait aussi de répondre vraiment du tic au tac avec les premiers éléments qui vous viennent en tête. Donc, c'est parti pour l'outro. Alors, vous allez être bloqué 1 heure dans un ascenseur. Vous avez la possibilité de choisir une personne pour passer ces 1 heure avec vous. Vous choisirez qui? Une femme, Mais qui? bah, la plus belle. Au moins, qui a du gloss sur les lèvres. D'accord, c'est Bon, noté. si je devais donner un nom, je sais pas, mais une belle femme, ça. Ok. Ah, suffisant. Très bien, très bien, très bien. Alors, on vous sait grand manieur des mots, mais est-ce qu'il y a un autre talent que vous auriez aimé avoir? Ah, j'aurais vraiment aimé peindre. Hmm, C'est ma plus ok. grosse déception. Ah là là, Je ne sais bah on peut pas tout avoir en même temps. Vous avez déjà été grandement béni avec l'art des mots, hein? Pardon, là je ne vous et ça, entends plus. je ne sais pas dessiner et ça me frustre. Oh là là. En tout cas, Ouais, peut-être que dans la prochaine vie, ce sera ça votre talent. ouais, c'est ça, Ouais. je l'espère. Hmm. Alors, je ne sais pas ce qui m'a poussé à insérer cette question. Je ne vous savais pas grand amateur, grand amoureux de la femme. Mais là, en fait, quelque chose m'a parlé, m'a dit, Marek, mets cette question-là dans ta liste.
Et du coup, je vais vous demander, quelle est la technique de drague la plus originale que vous avez utilisée pour courtiser une femme? Vous êtes tellement belle et je suis tellement laid que si vous me draguez, je refuserai. Oh là 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 là. En tout cas, je pense que les auditeurs, ils ont bien noté la tactique. Et je suis sûr que voilà, hein, les petits chenapons vont pas hésiter à l'utiliser, hein. Alors, quelle est la personne ou qui est la personne la plus connue de votre carnet d'adresses en ce moment? En ce moment, c'est mon ami Pierre Amrouche, le fils du grand écrivain algérien Jean Amrouche, qui est un grand spécialiste de l'art africain. Voilà. Je crois que quand j'ouvre mon téléphone, c'est le premier nom que je vois. Ok, ok, Ouais. ok. Je ne le connaissais pas, mais je vais essayer de rechercher aussi Ah pour en ouais, savoir davantage. j'ai découvert un autre univers. C'est Mm, des c'est des grands mm, du mm, marché mm, de l'art. Et il mm. vit au Togo. Il vit au Togo Non, depuis 1990. depuis 1990. Ok, 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 ok. D'accord. En tout cas, c'est bien noté, je vais regarder. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui constitue votre plus grande fierté? Bah, je crois que ce sont mes enfants. Ah ouais. J'ai reçu Kana, le rappeur, je ne sais pas si vous le connaissez, à qui j'ai posé la même question et il m'a dit, voilà, sa plus grande fierté a été de donner la vie. Donc, elle rejoint très bien, voilà, votre Moi, réponse. moi, je ne sais pas si on peut être fier d'avoir donné la vie, mais c'est un risque en réalité. On ne Mm, sait pas. vont devenir. On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, à quoi ça sert un père en réalité? C'est la grande question que je pose dans Cola Cola Jazz. À la fin du dernier chapitre de Cola Cola Jazz, pose cette question. À quoi ça sert un père? À quoi ça sert en réalité un père? Peut-être qu'il suffit au père d'être là et puis d'attendre que le miracle se produise. Enfin, ce n'est pas une invite à la déresponsabilisation. En tout cas, on dit, ah non, c'est pas nous, c'est Monsieur Kanyalem qui a dit. Oh, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un truc qu'on ne maîtrise pas Mm, et puis on voit le truc se fabriquer devant soi et puis on se dit, on croise les doigts pour que la mayonnaise prenne. mm. Et puis parfois, ça prend au-delà des proportions qu'on attribuait aux choses. Donc, c'est à ce moment que la fierté Ah, apparaît. elle tombe. J'aurais pu aussi vous dire que c'est ma plus grosse déception. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. En Donc, effet, il y a des en effet, parents qui, et leurs enfants sont leur plus grande déception. Je crois que c'est une chance ou une malchance dans la vie, quoi. dans la vie. Mm. Mm. Ok. Alors, question suivante. Quel a été votre acte le plus rebelle pendant votre adolescence? Je ne suis pas retourné à l'examen du BEPC après avoir composé l'épreuve de français. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, je ne suis plus revenu à l'examen. Donc, je n'ai pas passé l'examen du BEPC. J'ai composé dans une seule matière. Et le lendemain, je suis allé m'asseoir dans les herbes derrière le collège Strebler, en face du collège Saint-Joseph, avec Liberté 1 de Léopold Sédar Senghor. J'ai passé toute la semaine à lire Senghor. Et puis j'ai échoué au brevet d'études du premier cycle. Ben, en fait, pourquoi vous pensiez que juste passer l'examen de français allait suffire à vous faire réussir ou vous avez délibérément choisi d'échouer? C'est une affaire compliquée, très compliquée. On n'aura pas le temps de Euh, s'appuyer sur ça, mais on garde c'était ça lié, pour... c'était lié à l'absence du père. C'est très complexe. Ah, C'est comme quoi, très difficile. voilà mes deux questions en fait se sont un peu rejoints.
Et en tout cas, ça, moi, je garde cette part de mystère pour moi-même. Je viendrai vous voir avec un jour peut-être du cigare ou une bouteille de vin et vous aurez l'occasion de m'en dire plus. Et enfin, pour finir, dernière question. Y a-t-il une chose sur vous que presque personne ne sait et que vous pouvez révéler maintenant? J'ai un jardin secret, forcément, j'ai un jardin secret. Mais le problème du jardin secret, c'est qu'il faut le cultiver. Donc, quand je l'aurai suffisamment cultivé, ben, je vous dirai ce qu'il y a dans le jardin secret. Bon, bah, c'est noté, j'ai tenté quand même, mais en même temps, je suis quand même, je suis quand même sûr que au fil de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on ne trouvera qu'ici. Nous sommes à la fin. Et franchement, merci beaucoup, Monsieur Kanye, pour tout. Et je vous laisse peut-être le mot de fin pour dire au revoir à nos auditeurs et laisser un petit mot à la jeunesse qui nous écoute. De toutes les façons, j'ai été très content de participer. Cet entretien, vous en faites, je vous fais confiance. Je vous laisse le faire, décider en confiance et sérénité. Et puis, je dirais simplement, je vous embrasse. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kanye Alem. Nous vous embrassons aussi, chers auditeurs. Voilà, nous sommes à la fin de cette très, 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 très riche émission. Et que vous dire? Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Et puis, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.